En Russie, depuis 4 ans, une armée de reconstitueurs vient rendre hommage au sacrifice des soldats de l'armée rouge sur les lieux mêmes de leur combat. Des soldats qui ont héroïquement défendu leur pays contre l'invasion de l'Allemagne nazie. Grâce à eux, les SS n'ont jamais pu se rendre jusqu'à Moscou. À l'appel de l'association Paul Boya, dont le nom signifie champ de bataille, ces reconstitueurs se rassemblent le temps d'un week-end pour se mettre dans la peau de leurs ancêtres. Au programme, campement sur le front et reconstitution d'un assaut de blindés. Les plus courageux d'entre eux vont passer 2 nuits sous la tente. Heureusement, la température est clémente, moins 10 degrés seulement. Rustam Gabidulline va se mettre dans la peau d'un soldat de l'armée rouge. Il est habitué aux reconstitutions, pourtant cette année, il va vivre une première. C'est la première fois que je le fais en hiver. J'ai fait plusieurs reconstitutions, plusieurs fois en été, et on sent bien que la tenue est plus lourde et qu'on a du mal à courir dans la neige. Juin 1941. Malgré le pacte de non-agression signé entre Staline et Hitler, l'Allemagne envahit la Russie en une opération éclair. Hitler veut profiter de la faiblesse de son rival et de son armée rouge déstructurée par le nettoyage communiste pour étendre son territoire. L'offensive est baptisée Opération Barbarossa. Elle commence le 22 juin. Cette invasion va être la plus grande de tous les temps, avec 4 millions de soldats de l'Axe qui pénètrent en Union soviétique. Le 22 juin, à 4h45 du matin, les forces allemandes franchissent la frontière. Au nord, un groupe armé pour Leningrad. Au centre, celui destiné à Moscou. Et au sud, celui pour Sébastopol. Le 9 juillet 1941, soit une quinzaine de jours après le début de l'offensive, la moitié du territoire russe ciblé est conquis. Mais l'armée va se heurter à un patriotisme sans faille de la part de l'armée rouge et de la population russe. 2 mois plus tard, la Wehrmacht n'a que très peu avancé. Le 9 décembre, elle sera définitivement stoppée aux portes de Moscou, Leningrad et Sébastopol seront encerclés. L'armée allemande va connaître sa plus grande défaite de la Seconde Guerre mondiale. En 6 mois, elle va perdre en moyenne 3200 soldats par jour. Bataille de Moscou, Stalingrad, Koursk, la Wehrmacht subit 80% de ses pertes en Union soviétique. Et l'Allemagne précipite sa défaite. C'est sur ce vaste champ de bataille que se déroulent les épisodes les plus sanglants de la Seconde Guerre mondiale. Face à elle, c'est tout un peuple qui résiste. Des millions d'hommes, mais aussi des femmes et des enfants participent activement à l'effort de guerre, pas seulement en fabriquant des armes dans les usines, mais aussi en première ligne sur le champ de bataille. Galvanisés par la propagande stalinienne et face à l'attitude impitoyable des Allemands, ils sont prêts à faire le sacrifice de leur vie pour défendre la mère patrie. De toutes les armées engagées dans le conflit, c'est l'armée rouge qui va payer le prix le plus fort de la guerre, 10 millions de morts. Pour les Russes, ce conflit n'est pas la Seconde Guerre mondiale. Eux, ils l'appellent la Grande Guerre patriotique. C'est leur guerre. Aujourd'hui, Rustam se rend à Dobosekovo, le lieu choisi pour la reconstitution. Nous sommes sur le chemin du camp. D'après la légende, c'est dans ce village qu'ont campé les troupes de Panfilov. Pendant les combats, la division a été détruite, presque entièrement. Et le général Panfilov a été tué. Le général Panfilov et son 316e bataillon sont aujourd'hui des héros nationaux. Au mois d'octobre 1941, le général et son bataillon sont envoyés dans la périphérie de Moscou, à Dobosekovo, pour stopper à 160 km à l'ouest l'offensive allemande qui se dirige vers la capitale. Ils devront tenir un front de 41 km de long au sud du village. La résistance est héroïque. Pour couvrir le repli russe, 28 soldats du 316e bataillon défendront leur position jusqu'à leur dernier souffle. En novembre-décembre 1941, un journaliste de l'Étoile Rouge a inventé cette légende sur les 28 soldats de Panfilov qui ont réussi à arrêter les Allemands.
C'était la tendance dans l'armée rouge, durant la Seconde Guerre mondiale, de créer des légendes. Le but était de renforcer l'esprit combatif des soldats. Comme Rustam, dont le grand-père a participé à la défense de Moscou, les nombreux participants qui campent dans la neige et se réchauffent autour des braseros ou sous les tentes ont un lien direct avec la bataille. Je suis ici pour rendre hommage à mon grand-père qui a participé à la Seconde Guerre mondiale. En étant présent, je me sens patriote. La plupart sont venus dans l'espoir de transmettre leurs valeurs patriotiques aux plus jeunes. Mon fils est là ce soir parce qu'on s'intéresse à l'histoire de notre pays. Si nos enfants ressentent cette ambiance, ils ne voudront pas refaire les erreurs du passé. À 3 h du matin, les blindés qui doivent participer à la reconstitution arrivent sur le camp. Un char russe T-60 et un T-2 allemand sont débarqués. Un scout, véhicule éclaireur de l'armée américaine, va aussi participer à la bataille. Mais la star de la soirée est le fameux T-34 qui fait la fierté des Russes. Le T-34 est entré en service en 1940 au sein de l'armée rouge. Arme redoutable, il possédait les 3 qualités principales d'un blindé: puissance de feu, protection et mobilité. C'est le rival tout trouvé pour faire face au Panzer allemand. Au cœur de la bataille de Stalingrad, le T-34 sortira sans finition ni peinture des usines d'armement pour se rendre immédiatement sur le champ de bataille. Plus de 84 000 exemplaires de ces chars sortiront des usines russes jusqu'en 1958, ce qui en fait le second char le plus produit de tous les temps. Le lendemain matin, le camp se réveille. Autour des cuisines de campagne, c'est l'heure du petit déjeuner. 460 reconstitueurs sont venus, parfois de très loin, pour se mettre dans la peau de leurs ancêtres. Konstantin Orlov est un fidèle de cet événement qui a lieu chaque année depuis 4 ans. C'est la première fois que la bataille est reconstituée en plein hiver. À peine arrivé, Konstantin met la dernière touche à son uniforme de sous-officier. Il y a beaucoup de choses que le soldat doit savoir faire. Et ça, en plus du maniement des armes. Le soldat doit savoir coudre, il doit savoir laver ses vêtements et faire son repas. Pour compléter sa panoplie, Konstantin a le choix parmi 2 véritables armes d'époque qui équipaient le fantassin: fusil mitrailleur ou carabine. C'est le légendaire PPSH modèle 1941. Celui-ci a été fabriqué en 1944 avec le chargeur à 30 cartouches. Celui-là, c'est le légendaire Mosin Nagant 1891. C'est un fusil qui a beaucoup été utilisé pour sa simplicité. Pour faire face à ce peuple en armes, les Allemands s'appuient sur leurs chars, les redoutables Panzer. En allemand, Panzer signifie blindé. Le Panzer est le composant principal de la Blitzkrieg, la guerre éclair. Cette tactique est basée sur une rapidité de mouvement et de manœuvre. Les chars sont regroupés en puissantes unités mobiles pour enfoncer les lignes ennemies. Ils sont le fer de lance de l'offensive. Les unités de Panzer grenadiers suivent immédiatement l'assaut dans des véhicules de transport de troupes chenillées. Ce sont des chars soviétiques maquillés en chars allemands. Les chars les plus légers étaient à l'avant et partaient en reconnaissance. Après, les chars lourds
arrivaient pour écraser la résistance. Et ça nous permettait d'avoir une plus grande rapidité de manœuvre. Mais les Panzers vont se heurter aux fameux T-34 soviétiques dont ils ont sous-estimé le blindage. L'armée allemande va être ralentie, ce qui permet à la défense soviétique de s'organiser. Le char était la pièce maîtresse de la Seconde Guerre mondiale. Les tankistes devaient être particulièrement disciplinés. Je suis le tireur. C'est mon poste de tir et j'exécute le tir aux ordres de mon chef de char. Je pense qu'à l'époque, j'aurais eu très peur. Là, à l'intérieur, je ne vois rien et je tire pratiquement à l'aveugle. Le plus important dans le char, c'est le travail d'équipe. Il faut se faire confiance mutuellement. Et il y a le chef qui nous aide. C'est vraiment un travail d'équipe. En plus de leur T-34, pour repousser l'assaut des blindés allemands, les Russes ont mis au point une arme redoutable. Il faut tourner les Katyusha un peu vers la droite. C'est Constantin qui est chargé du commandement des Katyusha. Ces rampes de missiles mobiles montées sur des camions étaient alignées dans le but de créer un tir de barrage et de destruction très important. La puissance de feu palliait à l'imprécision du tir. C'est la boussole de réglage de tir pour Katyusha. C'était les spécialistes en topographie qui s'en servaient. Le surnom russe Katyusha était inspiré d'une chanson traditionnelle très populaire à la veille de la guerre. Mais les Allemands lui donnèrent un autre nom, tout aussi musical, les orgues de Staline. Le rugissement caractéristique des roquettes lors du tir et leur disposition en rangée faisait effectivement penser à des tuyaux d'orgue. Pour s'immerger totalement dans l'ambiance de l'époque, Constantin a soigné les détails. Même ses cigarettes sont authentiques. Ce sont des cigarettes de l'époque. Elles sont encore produites aujourd'hui. Fumer les cigarettes de l'époque, ça nous permet de s'immerger dans le quotidien des soldats de l'époque. Le capitaine Bistrov est l'officier le plus haut gradé de l'état-major. Militaire de métier, c'est lui qui commande cette armée de 460 figurants. Avant la répétition générale de la bataille, lui et ses officiers procèdent à l'inspection des troupes, comme au bon vieux temps. La tenue de chaque soldat est contrôlée jusqu'au moindre détail. Un seul objectif, être rigoureusement authentique. J'avais dit pas de cagoule. Je contrôle l'authenticité historique des tenues soviétiques, de l'armement utilisé pour les batailles, et je distribue des armes à ceux qui n'en ont pas, et aussi les munitions. La scène de bataille qui va être reproduite sur une zone de 15 hectares glorifie la résistance des soldats d'une batterie anti-char russe face à l'assaut des divisions blindées allemandes, supérieures en nombre. Faire des reconstitutions, c'est très important. C'est important de montrer la vraie bataille, avec les véritables pertes, pour que les gens n'oublient pas les sacrifices faits entre 1941 et 1945. En réalité, il faut savoir que pour eux, l'espérance de vie sur le front n'était que de 2 jours. Septembre 1941. Le groupe centre de la Wehrmacht est aux portes de Moscou, avec plus d'1 million d'hommes, 1700 chars, 14 000 canons. En face, les soviétiques rassemblent 1 250 000 hommes, mais seulement 1000 chars et 7600 canons, soit près de 2 fois moins de matériel. Ils vont constituer une ligne de défense improvisée. Il y a 3 lignes de défense soviétiques. La première ligne, la deuxième ligne et la troisième ligne. Les Allemands viennent de là.
L'objectif de la première ligne est d'arrêter les chars et de repousser l'offensive allemande. La deuxième doit mener une contre-attaque qui va partir de notre flanc gauche. Le salut des Soviétiques viendra de leur résistance acharnée. L'armée allemande ne s'y attend pas, mais dans toutes les poches de résistance, les soldats de l'armée rouge ne se rendent pas et combattent jusqu'au dernier. Les soldats soviétiques savaient pourquoi ils se battaient. Ils se battaient pour leur famille, leur terre, pour leurs enfants. Ils étaient prêts à combattre malgré les conditions climatiques difficiles, la fatigue, les marches de 90 km pour être envoyés sur la ligne de front. Tandis que pour les soldats allemands, l'idéologie qui les faisait combattre ne durait pas si elle n'était pas nourrie continuellement. Ils finissaient par ne plus savoir pourquoi ils se retrouvaient au combat. Les femmes soviétiques ont joué un rôle majeur pendant la Seconde Guerre mondiale. Les jeunes filles suivaient une formation militaire en cas de conflit. Toutes les femmes de 18 à 40 ans étaient concernées et constituaient une réserve de combattantes. Au total, 800 000 femmes iront sur le front. Elles rejoindront les francs-tireurs partisans, les chars, l'infanterie ou l'aviation. Près de 200 000 femmes seront décorées et 85 recevront la plus haute distinction, celle de héros de l'Union soviétique. Parmi les métiers qu'elles ont pu exercer, l'un des plus improbables est celui de sniper. Elles seront plus de 2000 à participer au combat en tant que tireurs embusqués. C'est à ces figures légendaires que Nelly Gabidulin a décidé de rendre hommage dans sa combinaison blanche, le camouflage idéal sur la neige. Le personnage que je représente a fait l'école de sniper de Podolsk. À ce moment-là, il n'y avait plus assez d'hommes pour aller au front. En plus, former une femme au métier de sniper était plus facile. Parce que la femme est plus calme, plus petite et donc moins visible. Leurs objectifs, les cibles à haute valeur, tels que les officiers, les mitrailleurs, les transmetteurs ou les snipers adverses. La mission du sniper était d'arriver sur sa position après avoir eu l'ordre de son commandement, de s'installer, d'effectuer son tir sur la cible choisie et de repartir vivant, sans être vu par l'ennemi. Il est arrivé parfois que des snipers restent 2 jours sans bouger de leur position. Стрельбы, маскировку, и он должен был оставаться незамеченным. Он должен подойти был к своей позиции, находиться там и уйти живым и необнаруженным, незамеченным. Это была одна из самых главных задач снайпера. И бывало такое, что снайпер на своей позиции находился порядка 2 дней, и, сделав лишь 1 выстрел, должен был уйти незамеченным. C'est le fusil de Mosin, avec la lunette de tir de grossissement par 4. Le 5 décembre 1941, la Wehrmacht est à quelques kilomètres du Kremlin. Mais l'armée allemande va négliger 2 facteurs qui l'empêchera d'atteindre le cœur de l'Union soviétique. Les renforts venus de Sibérie et l'hiver, le général Hiver qui s'est installé en Russie avec des températures jusqu'à moins 50 degrés. Pour défendre Moscou, toutes les forces vives du pays sont engagées, jusqu'aux plus jeunes. Personne n'est là pour faire de la figuration. Une section d'enfants soldats est venue se joindre à la reconstitution. Pour eux, ce n'est pas un jeu. Des enfants soldats dans les rangs de l'armée rouge, c'est une réalité authentique. En 1941, quand les Allemands n'étaient pas loin de Moscou, c'était assez courant que les élèves de l'école militaire de Podolski partent au front. Les plus jeunes avaient à peine 13 ou 14 ans.
Au début de la guerre patriotique, les jeunes voulaient tellement aller au front qu'ils changeaient leur âge sur leur papier. Filles ou garçons, le plus jeune a à peine 12 ans. Tous sont logés à la même enseigne. Qu'ils soient simples sentinelles, assistants radio, messagers ou combattants, il n'y a pas de petit rôle. Tous prennent leur présence très au sérieux. Je suis très fier d'être là. Ça me permet de grandir comme un vrai homme et ça développe mon amour envers ma patrie. Ici, même les enfants ont un sens aigu de l'histoire. Et les anecdotes ne manquent pas. L'âge limite de recrutement était 16 ans. Mais les enfants qui étaient plus jeunes utilisaient tous les moyens pour partir au front. Ceux qui ne montaient pas au front aidaient les adultes et les remplaçaient aux chaînes de fabrication d'armement. Ils faisaient tout ça par pur patriotisme et pour aider leur pays. La bataille va bientôt commencer. Tout le monde rejoint son poste. Comme dans un régiment, les officiers supervisent les opérations. Les sous-officiers motivent leurs soldats. Tout est fin prêt pour accueillir les 2500 spectateurs qui viennent assister à un spectacle hors du commun. Dans la foule, d'authentiques anciens combattants sont venus en VIP assister à cet événement patriotique. Dans le réalisme de cette ambiance militaire, les souvenirs du passé semblent ressurgir comme si c'était hier. J'étais sauvé grâce au... J'ai oublié le mot. Oui, les cratères d'obus. C'est les cratères d'obus qui m'ont sauvé la vie. Je me réveille le matin, je soulève la tête et une balle siffle à côté de l'oreille depuis la forêt. Je saute dans un cratère d'obus et 2 mines derrière qui explosent. Les nôtres étaient dans la forêt, en face des ennemis cachés dans une autre forêt. Entre ces deux forêts, il y avait 5 km. Je courais, je sautais d'un cratère à l'autre. Le mitrailleur me visait, mais j'avais tellement envie de vivre. Mais il m'a touché quand même. La bataille qui commence va s'annoncer extrêmement spectaculaire. Au loin, les éclaireurs allemands en sidecar s'approchent des premières lignes de défense. Pour repousser l'avancée des troupes allemandes, les Katyusha entrent en scène. Le tir de barrage va être secondé par les canons de 75 de l'artillerie. Pour les spectateurs entassés sur les gradins, le réalisme des effets pyrotechniques est saisissant. Aux premières loges, ce n'est pas seulement le bruit des canons qui est assourdissant. Les spectateurs ressentent aussi les vibrations du terrain sous les chenilles des chars. Bientôt, la première ligne russe est prise sous le feu des panzers. L'artillerie réplique pour leur barrer la route, mais les positions russes sont submergées par un véritable déluge de feu. Le rouleau compresseur allemand est en marche. Lorsque la fumée noire des explosions envahit le champ de bataille, le réalisme attendu est au rendez-vous et le bilan de l'assaut allemand est terrible. Les pertes sont effroyables. Beaucoup de défenseurs russes sont morts. De nombreux blessés sont évacués vers l'arrière. Les brancardiers sont débordés, désespérés. Les Russes se replient. Les panzers-grenadiers atteignent la dernière ligne de défense où commence un combat au corps à corps sanglant. Malgré les pertes, l'esprit de résistance russe est toujours là. Le T-34 fait son entrée, suivi des renforts. La contre-attaque russe va inverser le dénouement de la bataille. L'assaut allemand est finalement stoppé.
En 1941, les Allemands avaient prévu d'envahir l'URSS pour arriver à Moscou avant la fin de l'automne. Mais ils n'ont pas réussi et les soldats n'étaient pas équipés pour l'hiver. Ce que vous avez vu pour la reconstitution, c'était des Allemands équipés avec des vraies tenues d'hiver. Mais ce n'était pas le cas à l'époque. Les Russes, les Français, les Allemands ont tous froid, de la même façon. Et qui que vous soyez, vous devez être chaudement équipés. Les Russes, eux, l'étaient. On dit qu'en 1941, à Moscou, c'est le général Gell qui a gagné aux côtés des Russes. La bataille terminée, les spectateurs sont autorisés à rejoindre le champ de bataille. Dans l'euphorie générale, parents et enfants peuvent enfin approcher les chars et féliciter les combattants. Étonnante scène de liesse après l'apocalypse. Comme si cette bataille venait juste de se produire, comme si l'histoire venait réellement de se répéter.